Ça y est, c'est déjà la dernière partie, le 5e chapitre de Invincible, Influence par Jonah Berger. Et ce chapitre s'appelle Come on baby light my fire. Come on baby light my fire. Et ça se traduirait comme allez bébé, allume mon feu. Je sais pas le traduire. Mais plus de perte de temps, on rentre direct dans le sujet. Tu t'accroches? À la fin du 19e siècle, il y a un chercheur qui s'appelle Norman Triplett qui a analysé des courses de vélo. Il a remarqué que si les cyclistes font la course les uns à côté des autres, ça améliore leur performance. Ils sont plus rapides que quand ils sont juste contre la montre. Il a vu d'autres exemples similaires. Par exemple, si tu donnes une canne à pêche à un enfant et tu lui demandes de mouliner très très vite, l'enfant moulinera plus rapidement s'il y a d'autres enfants qui font la même chose autour. Donc on aurait tendance à faire mieux quand les autres sont autour. Retiens ça, quand la présence des autres change ton comportement, c'est la facilitation sociale. Ça s'appelle facilitation sociale. Cette facilitation sociale n'arrive pas que chez les humains, comme d'hab. Ça a été démontré qu'un rat boit plus rapidement si d'autres rats sont autour, ou une fourmi saura creuser plus profondément si d'autres fourmis sont avec elle. Mais d'autres études ont aussi montré, l'inverse, exactement l'inverse, que les gens font pire quand les autres sont présents. Si on te demande de retenir une liste de syllabes très aléatoires, mu, ko, ko, ri, pa, lo, tu, c'est plus difficile de les retenir devant un public que tout seul. Ou alors, si on te demande de résoudre un labyrinthe, tu le feras plus rapidement seul plutôt que devant un public. Et c'est pareil quand tu passes ton permis de conduire et qu'il y a quelqu'un d'autre que le moniteur à l'arrière, tu as moins de chances d'avoir ton permis. Avoir des gens autour de nous, est-ce que ça améliore ou est-ce que ça freine nos performances? Pour le savoir, professeur Bob Zajonc a fait une expérience bizarre, je trouve. Il a mis des cafards dans une sorte de petit stade miniature. Il a fait aller le cafard d'un point A à un point B, tout droit. Une fois avec d'autres cafards dans les tribunes qui regardent et une fois sans. Quand il y avait un public, le cafard allait plus rapidement au point B. Mais il a rendu la tâche un peu plus difficile pour le cafard et pour trouver la bonne sortie, le cafard devait maintenant tourner à droite. De la même manière, il l'en fait avec et sans public. Et cette fois-ci, le cafard allait moins rapidement quand il y avait du public. Donc, si les gens aident ou freinent nos performances, ça dépend de la complexité. Avec un public ou avec d'autres gens autour, on fait mieux pour tout ce qui est vitesse, précision, mais leur présence freine notre performance dès que c'est une tâche pas familière ou que t'as pas l'habitude de faire. Par exemple, si tu devais faire tes lacets devant un public, tu le ferais sûrement plus vite. Mais si on te demande maintenant de faire un nœud de cravate devant un public, bon courage. Et c'est pareil, quand tu te gares en créneau et quand il y a des gens derrière toi qui te klaxonnent, c'est encore plus difficile. La facilitation sociale, je te le rappelle, c'est quand la présence des autres change notre comportement, que ce soit en bien ou en mal, qu'il améliore la performance ou qu'il la freine, ok? Et cette facilitation sociale arrive pour certaines raisons. Les autres peuvent nous distraire. Quand tu fais un créneau, tu dois te concentrer sur ce que tu fais et pas sur les autres qui attendent derrière. Aussi, on veut que les autres aient une bonne image de nous. Et aussi, c'est simplement physiologique. Quand les gens sont autour, ça vient avec les battements de cœur plus vite. Notre corps s'apprête à de l'action. Voilà. Donc, devant les autres, on est très fort à tout ce qui est tâche automatique, ce qui est naturel quand tu as l'habitude de faire quelque chose. Mais dès que ça devient plus complexe, on se sent plutôt jugé, limite menacé et anxieux. Du coup, on fait pire. La première grande partie de ce chapitre s'appelle Energy Bill 2.0, facture d'énergie 2.0. Tu le sais, tout le monde en a entendu parler, mais l'énergie, c'est un gros problème dans la société, réchauffement climatique, tout ça, voilà, je m'étale pas. On sait déjà que les solutions sont simples. Prendre des douches plus courtes, réduire le chauffage de quelques degrés, éteindre la lumière quand tu quittes la pièce. Alors comment est-ce qu'on peut faire changer les autres de comportement ? Ils ont choisi 3 techniques différentes. Tu sais, les petits papiers que tu as à l'hôtel, ne pas déranger, que tu mets sur la porte, c'était ce format-là. Et les 3 techniques, c'était économise de l'argent, aide l'environnement et juste sois responsable socialement. Ils ont distribué ces 3 techniques sur un campus, ont analysé les résultats et résultat, il s'est rien passé du tout. Heureusement, ils avaient trouvé une 4e technique et c'était juste de dire sur ce papier à mettre à la porte 77% de tes voisins utilisent un ventilateur plutôt que la clim. Et ça a marché très bien. Ils ont réduit leur consommation d'énergie. Donc la comparaison sociale motive les consommateurs
Mais encore une fois, quand tu leur demandes qu'est-ce qui t'a poussé à utiliser un ventilateur plutôt que la clim, personne n'a mentionné la comparaison sociale. Donc les autres peuvent nous motiver à travailler plus fort, même limite à sauver de l'énergie. Mais est-ce que là où nous, on se place par rapport à eux, les autres, est-ce que ça compte? C'est la prochaine grande partie. The upside of losing. C'est l'avantage de perdre. Voilà, imagine que tu dois faire un pari sportif. Donc tu as 2 équipes qui jouent et à la mi-temps, il y en a une qui a 1 point de plus que l'autre. Alors pour qui est-ce que tu vas faire ton pari? Pour l'équipe qui perd ou pour l'équipe qui gagne? La plupart des gens à cette question répondront plutôt à l'équipe qui gagne, vu qu'ils gagnent, c'est les meilleurs. Mais est-ce que perdre, ça peut être une bonne chose des fois? Bon, d'après le titre, oui. Est-ce que perdre peut nous donner plus de chances de gagner? L'économiste comportemental qui s'appelle Devin Pope et Jonah Berger lui-même ont voulu en savoir plus. Ils ont analysé d'autres jeux et ont vu que à partir du moment où une équipe gagne d'au moins 2 points, elle a 7% de plus de chances de gagner. Ça a du sens, ça va. Mais quand une équipe perd de 1 point, alors elle augmente ses chances de gagner de 8%. Pourquoi est-ce que perdre peut nous amener à gagner? Ils ont donné une tâche super simple à faire à des étudiants, c'est d'écrire A, B, A, B, A, B, A, etc. le plus rapidement possible. A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. À une partie des participants, comme d'hab, ils leur ont rien dit, et à l'autre partie, ils leur ont dit vous avez 1 point de moins que les autres, ou juste un tout petit peu en retard. Penser qu'ils étaient à la ramasse, ça a augmenté leur motivation. Souvent, on se met des objectifs à nous-mêmes. Faire le tour du parc en 30 minutes, avoir que des 20 sur 20 ou avoir 10 clients de plus à la fin du mois. Notre performance par rapport à ces objectifs affectera la manière dont on continue de travailler. Imagine 2 personnes qui ont décidé de faire des abdos. L'un s'est mis un objectif de 33 abdos et l'autre s'est mis un objectif de 37. Quand ils atteignent tous les deux 35, qui travaillera le plus dur pour les abdos qui restent? Ce sera celui qui n'a pas encore atteint son objectif parce que l'insatisfaction motive à travailler plus. Du coup, être derrière, être un peu à la traîne, c'est plus motivant. Donc, la compétition affecte notre motivation pour plusieurs raisons. Déjà, de la même manière qu'on utilise ces objectifs-là, on utilise les autres. On se compare à eux. La compétition peut nous motiver parce que ça fait toujours plaisir de gagner un jeu ou d'avoir un bonus parce que tu as eu assez de clients. Ça fait du bien, tu te sens accompli. Mais est-ce qu'être derrière, c'est toujours plus motivant? C'est avec cette question qu'on attaque la grande partie suivante. When losing leads to losing worse. Quand perdre nous amène à perdre encore pire. Plus une personne se rapproche de son objectif, plus elle est motivée. Prends pour exemple les cartes de fidélité. S'il te faut 10 cafés pour avoir un café gratuit et que tu en es à 9, tu seras très motivé à aller acheter un café maintenant. Alors que si tu en as que 2 pour l'instant et qu'il faut arriver à 10, moins motivant. Il montre un peu le même comportement avec les rats. À partir du moment où le rat peut sentir le fromage, il y court plus vite pour l'avoir. Donc quand on parle de compétition, c'est important de savoir à quel point on perd, à quel point on est derrière l'autre. Par exemple, si à la mi-temps, ton équipe perdait de 1 point, tu serais quand même motivé à essayer de gagner. Si ton équipe perd de 8 points, par contre, la motivation s'en va. Plus on est loin, plus c'est dur d'avoir cette extra motivation. Et en plus, on n'est même pas sûr que notre effort fera une différence au résultat final. La compétition devient démotivante et ça poussera à abandonner. Ce qui est intéressant, c'est que l'abandon, ça dépend de ton attente avant même de commencer le jeu. Par exemple, si tu es un tennisman professionnel et que tu gagnes, tu gagnes, ça va, c'est bien. Mais si tu perds, c'est pire. Les tennismen professionnels ont tendance à abandonner plus. Donc on se donne un self-handicap qui nous servira d'excuse pour notre performance pourrie. Par exemple, si tu as un oral demain, il y a plus de chances que tu te couches très tard ce soir, voire dire « Ah mais j'ai pas beaucoup dormi ». Mais si j'avais plus dormi, j'aurais fait très bien. Et pour les tennis players, c'est si j'avais pas abandonné, qui sait, peut-être que j'aurais gagné. L'abandon, c'est un mécanisme de défense pour éviter l'échec. Mais abandonner, c'est pas bien. Déjà, dernière partie de ce chapitre qui s'appelle Putting Social Influence to Work. En route vers l'influence sociale. Je crois. Je suis toujours pas sûre de la traduction. En gros, on a vu que la comparaison sociale, ça peut être motivant et démotivant à la fois. Une manière d'encourager la persévérance, quand tu compares quelqu'un ou quand tu te compares à quelqu'un, compare à la personne qui est juste devant toi. Pour économiser de l'énergie, on a comparé juste à la personne qui est un petit peu meilleure.
Et aussi, Obama, quand il devait embaucher un directeur, il a embauché quelqu'un qui n'avait pas tant d'expérience dans ce domaine parce que ça lui donne quelque chose à se prouver. Donc c'est motivant. Au final, la facilitation sociale, ça aide les gens à s'améliorer. On arrive déjà à la conclusion du livre. Conclusion d'ailleurs, qui s'appelle Putting Social Influence to Work. Premièrement, des fois, l'influence sociale nous pousse à imiter les autres. C'est comme les singes avec le maïs bleu ou rouge qui était amer. Tu te rappelles? Le comportement des autres, on l'utilise comme une information qui simplifie nos choix. Quand on mimique les choix et les actions des autres, ça change tout de nous, de à quoi je ressemble, ce que j'achète, toutes les idées qui marchent bien. Deuxièmement, les autres peuvent aussi nous repousser. Si quelqu'un commande cette bière-là, toi tu vas en prendre une autre. Si ton frère, ta sœur est très fort à l'école, toi tu vas aller dans quelque chose de plus sportif. On veut surtout se sentir différent. Qu'on imite ou qu'on se différencie, ça dépendra de à qui est-ce qu'on a affaire. Ce que je porte, l'école où je choisis d'aller ou la carrière que je poursuis, ça dépend de qui d'autre le fait. On est comme les grenouilles qui changent leur voix pour avoir l'air plus forte. Et on choisit des choses qui envoient le bon signal, le signal désiré. Et on évite ce qui envoie le signal indésiré. Mais ce n'est pas seulement imiter ou se différencier. Nous, on est un peu comme boucle d'or, on évite les extrêmes et on choisit la similarité modérée quand on peut mixer la nouveauté avec le confort de la familiarité. Dernier chapitre, les autres nous motivent. Quand tu fais du vélo à côté d'autres, tu vas plus vite. Quand tu sais que tes voisins économisent l'électricité, tu le fais aussi. Et perdre peut devenir à la fin une victoire. Mais si l'écart est trop grand, on a tendance à abandonner. Voilà pour le résumé. C'est très facile de trouver tout ce genre d'exemples partout. Dès que tu sors, tu peux le voir. Mais beaucoup plus difficile de l'admettre pour toi-même. Non, je ne suis pas influencée. Non, ce sont mes choix et mes opinions. L'influence sociale n'est pas bonne ou mauvaise. C'est juste qu'elle existe. Et en comprenant comment tout ça marche, on peut éviter les mauvais côtés et on peut prendre avantage de l'influence et décider quand est-ce qu'on veut y résister ou quand est-ce qu'on veut totalement plonger dedans. Vois l'influence sociale comme un outil. Tu peux l'utiliser et améliorer des choses, tenter des choses, je sais pas. En tout cas, on a terminé. Merci beaucoup d'avoir regardé ces vidéos. Bravo d'être arrivé jusqu'ici. Dis-moi ce que t'en as pensé parce que ça m'intéresse. Bye!